Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal à la une de l'actualité. Découverte macabre à Castor. Une malade mentale très connue des riverains a été égorgée et abandonnée sur les lieux. Face à l'horreur, les populations réclament plus de sécurité. Un mort, de nombreux dégâts matériels. C'est le bilan d'une attaque armée à Ziguinchor. Les assaillants non encore identifiés ont même tenté de dynamiter un pont. Et puis, journée décisive au procès des présumés terroristes. Imam Ndawa fait face au juge ce jeudi. Le religieux nie les accusations et se présente comme un chercheur. Voilà pour les grands titres. Merci de vous joindre à nos horreurs à la Cité des Eaux. Le corps sans vie d'une femme a été découvert ce jeudi gisant dans une mare de sang. D'après des témoins, la victime serait une déficiente mentale. Elle a été égorgée et abandonnée sur les lieux. La police a ouvert une enquête. Fatou Bintou Diouf nous en dit un peu plus. Les habitants de Castor se sont réveillés dans la douleur et la consternation. Une malade mentale âgée de 75 ans, froidement tuée à hauteur du rond-point, du jamais vu dans le quartier, nous disent ces témoins. Ce qui s'est passé ici est inexplicable. C'est vraiment inhumain de tuer froidement une personne malade. Lorsqu'on m'a interpellé tôt le matin pour m'informer, j'étais vraiment abattu. Ce qui s'est passé est vraiment déplorable. Je l'ai croisée hier soir ici même. Elle ne quittait jamais le lieu. Tout le monde l'a. La victime habitait dans une maison abandonnée depuis des années. La dame ne jouissait pas de ses facultés mentales et n'était pas agressive. Il est vrai qu'elle avait un problème mental, mais quand même la dame ne dérangeait personne. Elle était toujours restée dans son coin. Donc, paix à son âme. Nous avons duré ici, Zola connaît bien. Depuis des années, elle est malade quand même, mais elle ne perturbait pas. Ceux qui ont fait ça doivent vraiment être punis. Ces populations interpellent les autorités sur ce phénomène de meurtre en série qui hante le sommeil des citoyens, surtout à l'approche des élections. Les politiciens, les hommes de pouvoir, les meurtres sont très fréquents maintenant. J'entends même dire que ce sont les politiques qui sont à l'origine de cette situation. Mais si c'est de cette façon qu'ils comptent conquérir le pouvoir, il y a alors de quoi s'inquiéter. C'est vraiment honteux. Mais je veux dire aussi Sénégal, nous sommes bari na ñu melni di dox am ay nit yi nga xamantene dañu am moyen pour dimbalé len mais dañ leen sétane Ce n'est pas du tout normal. Je crois que l'État doit vraiment trouver des solutions et régler cette situation une bonne fois pour toutes. Nous ne sommes plus en sécurité vraiment. Parce que Désarmées et apeurées, les populations tirent la sonnette d'alarme car les personnes ciblées sont des êtres humains comme tout le monde et elles méritent respect et protection. Direction le sud du pays où des faits graves se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi à hauteur du pont de Nyambalang. Entre Ziguinchor et Oussouye, des individus armés ont brûlé des cabanes de pêcheurs avant de tenter de faire sauter le pont. Un homme a aussi perdu la vie dans l'attaque. À Ziguinchor, les explications de Amadi Khalil Djemé.
Des faits très graves se sont produits la nuit dernière au niveau du pont de Niambalan. Des éléments armés ont investi les lieux, dépouillé les occupants des lieux aménagés depuis des années par des pêcheurs de leurs biens estimés à plus d'1 million de francs CFA. Les assaillants ont aussi brûlé des cabanes des pêcheurs avant de tenter de dynamiter le pont. Un pêcheur a trouvé la mort sur place. Selon les informations recueillies sur place, ce dernier aurait trouvé refuge sous le pont pour tenter d'échapper à la violence des faits causés par des éléments armés supposés appartenir au mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Il a été atteint par les explosifs utilisés par les assaillants et a perdu la vie sur place. Une attaque qui a perturbé la circulation entre Ziguinchor et le Cap Skirring et ce durant presque toute la matinée. Un important dispositif de sécurité s'est investi sur les lieux pour constater les dégâts et il a été très difficile pour nous, hommes de médias, d'accéder sur les lieux pour décrire ce qui s'est réellement passé. Les dégâts sont énormes. Le pont a été affecté par les explosifs, toute chose qui a provoqué le déplacement des autorités administratives sur les lieux. L'atmosphère était très tendue au niveau de ce site des pêcheurs. En cette journée qui commémore la liberté de la presse, les journalistes ont été obligés de patienter pendant de longues heures pour accéder au site où l'image d'un véritable sabotage attire l'attention. Une situation inconfortable pour le processus de paix déjà atteint par les événements de Bofa. Pour rappel, le pont de Niambalan est le trait d'union entre le département de Ziguinchor et celui d'Oussouye. Il se situe entre le village de Kaléane dans la commune de Niassia à celui de Niambalan dans celle de Oukout. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. Dans l'actualité judiciaire, 15e jour du procès de Imam Alioune Badara Ndao et compagnie, des vidéos venant de l'ordinateur de l'imam projetées dans la salle d'audience, mais le religieux rejette toutes les accusations portées contre lui. Il se présente plutôt comme un simple chercheur Issatine. Un interrogatoire tant attendu par le grand public. Finalement, Imam Alioune Badara Ndao fait son apparition à 9h48 pour son face-à-face avec le juge Samba Kane, président de la chambre criminelle de Dakar. Un long interrogatoire axé sur sa vie, ses convictions, ses relations avec les autres confréries du Sénégal, mais surtout ses relations avec ses co-détenus comme Martar Diokhane. Certes, Imam Alioune Badara Ndao comprend bien le français, mais il préfère répondre aux questions du juge en wolof. Après plusieurs heures, la salle d'audience transformée en salle de cinéma, des vidéos de l'organisation État islamique tirées de l'ordinateur de Imam Alioune Badara Ndao saisi par les enquêteurs lors de son arrestation sont projetées dans la salle. Des musulmans, des villes incendiées, des prisonniers de guerre décapités, le sang coule, mais également les larmes coulent. Dans la salle d'audience, Imam Alioune Badara Ndao souligne que c'est plus de 100 vidéos qui montrent comment les musulmans sont massacrés dans le monde, mais également comment les musulmans s'entretuent. Imam Alioune Badara Ndao révèle qu'il a même plus de 80 vidéos sur la franc-maçonnerie. Selon lui, c'est un vrai musulman qui doit savoir la marche du monde. Dans l'après-midi, le procureur projette des vidéos qui montrent des camps d'entraînement des djihadistes, mais la riposte n'a pas tardé. Ses avocats projettent des vidéos de conférences de Imam Alioune Badara Ndao prêchant la paix. Pour ce qui concerne les 9 millions remis à Imam Alioune Badara Ndao par Ibrahima Diallo, des billets de 500 €, Imam Alioune Badara Ndao déclare qu'il n'a pas demandé la provenance de cet argent juste parce que ce n'est pas son devoir. D'ailleurs, cet argent n'est pas utilisé par Imam Alioune Badara Ndao, qui est arrêté 4 jours après qu'on l'a remis cette somme qui est actuellement entre les mains de la défense. Issatine, le village de Sao, dans la commune de Darou Khoudous, est très remonté contre l'État du Sénégal. Les populations accusent les autorités de chercher à privatiser leur forage alors qu'aucun manquement n'a été noté dans la gestion du comité local. Les détails avec Ibrahim Ndiaye. Debout comme un seul homme, les populations de Sao, dans la commune de Darou Khoudous, ont manifesté leur désaccord par rapport à la décision de l'État qui veut prendre, disent-elles, la gestion de leur forage des mains du comité local. Samba Mar est le porte-parole des populations. Nous sommes aptes à gérer notre forage. Nous ne sommes pas prêts à donner notre forage. Et pourquoi le prendre? Nous ne l'accepterons ni aujourd'hui, ni demain, et nous ne l'accepterons jamais. Laissez-nous avec notre forage, puisque c'est notre patrimoine. Aujourd'hui, nous allons mener le combat jusqu'au bout et jusqu'à la preuve du contraire. Nous lançons appel à M. le Président de la République, M. Macky Sall, pour qu'il soit réticent de cette décision. Nous lui signalons que c'est bientôt l'élection présidentielle. Et si nous n'avons pas de solution,
inutile de venir en 2019 pour faire la campagne. Nous n'avons pas aujourd'hui élu des gens pour qu'ils nous privatisent nos biens, mais nous avons élu des gens pour qu'ils nous facilitent les choses, pour qu'ils nous mènent à développer, pour qu'ils nous mènent à émerger. Ne cherchant plus à quel sein se vouer, ces populations de Sao appellent le chef de l'État, Macky Sall, de leur venir en aide. Le moment, Monsieur le Président, je vous solliciter solennellement l'arrêt de ce bradage et de la privatisation de notre forage, car nous n'avons pas prêt de le donner et nous ne le donnerons jamais. Nous allons continuer à mener ce combat. Maintenant, Monsieur le Président, des pétitions et demandes ont été rédigées et déposées au niveau de la commune de Darou Khoudoss, au niveau de l'arrondissement de Méouane, mais aussi au niveau de la préfecture de Tivaouane. Nous n'avons reçu aucune solution, aucune réponse concrète qui nous pourra nous mener en avant. Maintenant, nous disons non. Et si nous n'avons pas de solution, si nous n'avons pas de satisfaction, inutile de venir à Sao. Pour ces habitants de Sao, prendre leur forage n'est pas la bonne solution, car la gestion du comité local a été impeccable jusqu'ici. La seule interrogation est de savoir pourquoi l'État veut prendre la gestion de leur forage, alors qu'il n'y a aucun problème constaté dans la gestion de ce dit comité. Sao, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir, c'est le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est aussi le moment de constater les nombreuses atteintes à la liberté de la presse. La Syrie et le Mexique restent les pays les plus dangereux pour les journalistes. Mamou Gassama. Tous les ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Cette année, le thème choisi pour la Journée mondiale de la liberté de la presse est Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. Il explore l'interaction entre le système judiciaire et les médias, ainsi que leur rôle complémentaire dans la promotion de la transparence, la responsabilité et la gouvernance. Le programme de la conférence internationale qui se tient à Accra souligne le rôle que jouent les médias pour responsabiliser les gouvernements et contribuer à la transparence des élections. La conférence s'intéresse aussi aux différents moyens permettant de renforcer la capacité de l'appareil judiciaire à protéger la liberté de la presse et aux risques que représentent les tentatives de réglementer la liberté d'expression sur Internet. En moyenne, tous les 5 jours, un journaliste est tué pour avoir informé le public. Les agressions contre les professionnels des médias comprennent l'assassinat, l'enlèvement, le harcèlement, l'intimidation, l'arrestation illégale et la détention arbitraire. La Journée mondiale de la liberté de la presse cette année arrive sur les pas d'une hécatombe de journalistes tombés parce que sciemment ciblés en Afghanistan par le groupe État islamique et en Palestine par l'armée israélienne. Lundi 30 avril 2018, des journalistes afghans ont été tués. 65 journalistes ont été tués dans le monde en 2017. Outre les journalistes assassinés, 326 journalistes sont emprisonnés pour avoir exercé leur profession, dont 202 journalistes professionnels, 107 blogueurs et 17 collaborateurs des médias. Et 54 journalistes sont des otages de groupes armés. La Syrie reste le pays le plus dangereux. Le Mexique est le pays en paix le plus dangereux au monde pour les reporters. Mamou Gassama, certains acteurs du secteur déplorent les difficiles conditions de vie et de travail des journalistes. Si Mamadou Ndiaye, directeur des études de CESTI, plaide la nécessité d'une presse libre, Eric Nimadi de la section Saint-Pix de l'UCAD déplore pour sa part l'attitude de certains patrons de presse. Jeudi 3 mai 2018 est célébrée la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une occasion pour Mamadou Ndiaye, directeur des études du CESTI, de lister les obstacles auxquels sont confrontés les journalistes dans l'exercice de leur métier. Il faut dire quand même qu'il y a souvent, et même assez souvent, des velléités ou des tentatives de restreindre cette liberté de la presse-là. Et ça, je pense que dans un contexte sénégalais, c'est inacceptable. Pour peu, on convoque un journaliste,
Parfois également, un citoyen qui s'exprime sur les réseaux sociaux peut être menacé ou même parfois gardé à vue. Bon, je me dis que ce sont des comportements qu'il faut condamner à l'époque, enfin à cette époque-là quand même. Par ailleurs, il rappelle les principes fondamentaux du métier de journalisme. D'avoir la possibilité de parler de tous les sujets. Il n'a pas de sens interdit. Il doit être libre par rapport à son organe de presse. Il doit être libre par rapport également à tous les autres pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir politique, le pouvoir économique. Il doit être libre et il n'a de compte à rendre qu'à sa conscience. Le secrétaire général du SYNPICS, section ICAD, Eric Nimadi, quant à lui, déplore les conditions dans lesquelles les journalistes font leur travail. On ne peut pas parler de liberté de la presse sans pour autant qu'il y ait ceux qui incarnent la presse, que sont les journalistes, les techniciens, soit dans des conditions, de bonnes conditions de travail et d'emploi. Nous avons remarqué que dans beaucoup d'organes de presse, les journalistes et les techniciens sont exploités par les patrons de presse. Il y a des gens qui travaillent sans contrat, d'autres qui n'ont pas une bonne rémunération, qui travaillent dans des conditions déplorables. À l'occasion de cette journée mondiale dédiée à la liberté de la presse, les syndicats et associations de presse se réunissent pour statuer sur les voies et moyens à prendre pour garantir l'indépendance de la presse. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, les Sénégalais donnent leur perception du travail des journalistes. S'ils soulignent l'importance du rôle joué par la presse, beaucoup d'entre eux évoquent de nombreux manquements. Certains doutent même de la crédibilité et de l'objectivité des journalistes. C'est un reportage de Djambombaï. Le journalisme est perçu par les Sénégalais comme un métier noble dont l'utilité demeure incontestable. Leur satisfaction est fort relative par rapport au traitement et à la diffusion de l'information. Je suis tellement satisfait que les journalistes font très bien leur travail parce que c'est ce qui informe la plupart des jeunes. Ils font un travail remarquable ici au Sénégal. Ils anoblissent ainsi le métier. Cependant, il y a un mais. La crédibilité des informations est remise en question. Leur fiabilité laisse à désirer. C'est la crédibilité qui manque. Vous véhiculez des informations. Par exemple, la presse en ligne, il y a des informations pour faire le buzz, vendre leurs journaux et trucs du genre. Ils véhiculent des informations inexistantes et ça, c'est pas bon. Ce sont les journalistes qui sont les porteurs de voix. Donc, ils devaient donner des informations qui sont fiables. Parce qu'aujourd'hui, pas mal de journalistes ils donnent de fausses informations alors qui créent parfois des polémiques entre les gens. Alors que s'ils sont là pour donner des informations, pour sensibiliser, ils devaient donner de bonnes informations, des informations fiables. D'autres estiment que la presse sénégalaise n'est pas objective à tous les niveaux. Les prises de position des journalistes, les conflits d'intérêts, la corruption entachent le métier. À cela s'ajoute la politisation des médias, l'omniprésence des sujets politiques dans la presse n'agrégère les populations. La presse sénégalaise, je crois, ça doit être une presse totalement équidistante des activités politiques. Vous savez donc, le rôle de la presse c'est d'informer juste et vrai. Mais malheureusement, il y a des cas où la presse sénégalaise est trop côté au niveau des intérêts. Il y a certains journalistes qui prennent parti. Je pense que le but d'un journaliste, l'objectif, c'est d'être neutre. En plus, côté politique, les journalistes sont trop imprégnés. Par exemple, le journal, on parle de politique alors qu'il y a d'autres actualités à véhiculer. Ces citoyens suggèrent ainsi aux journalistes de sauvegarder l'objectivité, l'impartialité, la neutralité, entre autres, quelques-uns des préceptes qui régissent la corporation. Autre aspect de l'actualité, la commune de Guinaw Rail Sud fête ses travailleurs dans la cohésion sociale. Occasion saisie pour saluer le climat dans cette institution sociale, mais aussi réclamer la mise en œuvre de la fonction publique locale. Théodore Semedo. Guinaw Rail Sud a célébré la fête du travail dans la communion des cœurs par un démarrage de récital de Coran.
Travailleurs et autorités municipales reviennent ici sur le sens de la journée. Cette journée revêt un caractère exceptionnel pour nous travailleurs parce que ça nous a permis de nous libérer. De satisfaction, vraiment je suis très content aujourd'hui parce que même tant que maire. Les employés municipaux de Guinaw Rail Sud qui se réjouissent du bon climat social au sein de leur institution et réclament par ailleurs la mise en œuvre de la fonction publique locale et l'octroi de fonds de concours conséquents pour booster le développement de la commune. C'est un problème organisationnel parce que dans notre commune vraiment, Dieu merci, on n'a pas encore vraiment tous ces problèmes. Tout se fait à la lettre, à la normale et à la règle. L'État doit nous venir en appoint par rapport aux recettes. Je pense que aussi les communes sont devenues des communes de plein exercice et je pense que les charges deviennent de plus en plus lourdes. Mais je pense que c'est sur le plan des recettes que l'État doit libérer certaines pour permettre en fait aux mairies de s'essouffler. Une dorsale des doléances, c'est la fonction publique locale venant de l'État. Donc on insiste vraiment à passer à l'action quand même parce que jusqu'à présent on a monté un comité ou bien une commission là-bas la fois dernière, mais jusqu'à présent on n'a pas encore un retour par rapport aux décisions qui ont été prises. Parce que si l'État quand même appuie la commune, ça va se répercuter obligatoirement ou bien impérativement ça doit se répercuter au niveau des agents. Donc aussi on n'aura pas de problème comme les avancements, les prises en charge médicales. Donc tout cela quand même serait pris en compte. Donc raison pour laquelle l'appui de l'État quand même nous serait favorable à cet égard. Cette cérémonie qui a noté la présence de conseillers municipaux, de notables et délégués de quartier de la localité a été clôturée par une remise de décoration à Fadjara Kamara, secrétaire municipal sortant à la retraite. Théodore Semedo, Guinaw Rail Sud, Walfadjri. Le maire de Guinaw Rail Sud a profité de cette cérémonie pour dénoncer l'accaparement de la taxe industrielle par l'État et les communes de ville. Ablaye Diop rappelle que l'esprit de l'acte 3 de la décentralisation, c'était de soutenir les communes et non de les fragiliser. Le voici au micro de Théodore Semedo. L'acte 3 n'est pas mal en tant qu'idée, en tant que concept, mais ce qui est compliqué, c'est quand même le financement de l'acte 3 qui pose problème. Parce que comme vous avez vu, nous avons beaucoup d'employés, nous avons beaucoup de choses à faire, la banlieue, vous connaissez bien Guinaw Rail. Donc nous n'avons pas le droit uniquement de payer des salaires à la ferme et de croiser les bras. On va investir, on va quand même faire beaucoup de choses. Même des fois à la ferme, il reste qu'au 15 pour payer ton salaire, avec le nouveau système du trésor. Donc il faut que l'État pense quand même au financement quand même de l'acte 3 de la décentralisation. Apparemment, ils sont en train de faire le collecte, mais il n'y a pas encore la répartition. Il faut qu'il y ait une répartition pour le donner vraiment aux communes. Donc, en tout cas, à chaque fois, nous suivons les activités parce que moi, je suis membre de l'association des maires sénégal. Des fois, on a quand même des informations par rapport à ça. Mais il faut qu'il fasse la répartition. Je ne sais pas, est-ce que si ça commence maintenant cette année, il faut aller à la fin de l'année pour récupérer l'ensemble de l'argent. Et là, ça va poser problème. Parce que les communes quand même n'ont plus rien on a des difficultés sur le plan vraiment financier par rapport vraiment à la patente, par rapport au fonds bâti. Le mouvement citoyen pour l'action et la solidarité fait dans le social. Il a procédé à une remise de matériel médical au poste de santé de Hamo 4. Il a aussi aidé plusieurs élèves à bénéficier du programme de la couverture à maladie universelle. La présidente du dit mouvement, Sarata Li Diallo, s'est confiée à Théodore Semedo. Le sens de ce geste, à mon avis, c'est d'aider la communauté à une prise en charge sanitaire de qualité. Donc en renforçant le plateau technique par l'offre de matériel médicaux, nous contribuons à l'atteinte des objectifs de la santé pour tous. C'est un matériel composé de lits d'hôpitaux et également de produits de beauté pour les enfants. Le président de la République a mis en place des projets et programmes très importants pour l'inclusion sociale. Et nous pensons que le Sénégal pour tous et par tous interpelle tout le monde. Et chacun à son niveau doit participer à
en tout cas à l'amélioration et à l'atteinte des objectifs du PSE. Et c'est dans ce sillage que s'inscrit aujourd'hui notre contribution. C'est un partenariat avec Adi Ouza Production pour en tout cas renforcer l'enrôlement des enfants dans la couverture maladie universelle. Nous avons en tout cas mis en place un concept, un parrain, un élève, pour permettre aux enfants, aux élèves qui sont dans les écoles et qui sont souvent issus de milieux défavorisés, qu'ils puissent accéder à la santé. Les femmes de la banlieue attendent beaucoup de la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui a été mise en place par le chef de l'État pour un montant de 30 milliards. Et la banlieue compte en tout cas faire tout pour capter cette opportunité, pour renforcer les activités génératrices de revenus des femmes et des jeunes, mais également pour faire la promotion de l'auto-emploi, mais également de passer à la semi-industrialisation des productions. Le mouvement politique Kédougou Tchakanam est né. Il se fixe comme objectif de réélire Macky Sall dès le premier tour. Un rassemblement à Kédougou, les membres du dit mouvement sont revenus sur les réalisations du régime de Macky Sall. Soli Bouramadabo. Kédougou Tchakanam pour Dolel Macky Sall en 2019 au mouvement politique est né. Son objectif est clair. En évaluant où les avantages dominent les inconvénients, c'est réélire le président Macky Sall au premier tour qui fait l'avantage des Sénégalais. Cette conférence, à l'allure d'un meeting politique, a servi de tribune pour les membres du dit mouvement et les responsables locaux de la paix de peindre un tableau reluisant des réalisations du président Macky dans la région. L'état d'avancement du PSE, ce sont des faits. Et le président Macky Sall, j'ai eu à le dire tout à l'heure, il est dans l'action. Il est dans les faits. Tous les jours que Dieu fait, il réalise des choses. Et c'est palpable dans notre région. Le montrer ici, pratiquement tous les secteurs du développement sont touchés au niveau de la région de Kédougou. Que ce soit le désenclavement, que ce soit en tout cas le social, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'hydraulique, pratiquement tout l'élevage, tous les secteurs. Vous voyez, mon collègue député maire de Salémata disait que c'est la seule zone du Sénégal où il n'y a pas 1 kilomètre de goudron, 1 mètre de goudron. Ils n'ont jamais vu le goudron de leurs yeux. Et ça est en train d'être matérialisé. Ici, seulement où le poisson coûte plus cher, nous avons commencé à oublier cela avec le DAC, avec d'autres projets de l'ANA qui vont émerger un peu partout, des fermes aquacoles et des fermes piscicoles qui vont émerger un peu partout. Plus de 59 milliards, 692 milliards de réalisations en moins de 4 ans suffisent largement pour plébisciter le président Macky le 24 février 2019. On laissait entendre les apéristes. On a eu l'occasion de montrer aux populations, de montrer à nos militants, de montrer à notre coalition, aux autres associations qui supportent le président ou qui sont des sympathisants, de leur montrer ce qui est en train d'être fait dans cette région. Opandiaï, secrétaire général adjoint du gouvernement, parrain de la conférence, a remercié l'initiateur pour avoir outillé les militants face à l'opposition. Je voudrais d'abord féliciter Caporal Dia d'avoir eu cette idée d'armer nos militants, d'armer les mouvements de soutien, d'armer les jeunes pour qu'ils puissent faire face à l'opposition. Il fait feu de tout bois pour empêcher aux populations de voir les réalisations de Macky Sall. En tout cas, en ce qui concerne notre département, notre région, il passera au premier tour. Au point d'ajouter que cette conférence, qui a pour thème l'état d'avancement du plan Sénégal émergent, a permis aux participants de voir à l'œil nu l'engagement et la volonté de Macky Sall de faire de Kédougou une région émergente. Dans ses registres d'information et de sensibilisation, le mouvement Kédougou Tchakanam a organisé une randonnée pédestre à travers les grandes artères de la commune. Dans ses visites de proximité, le secrétaire général adjoint s'était rendu à Niagalan, dans le Fongolimi, pour assister à la ziara annuelle de la localité, où des prières ont été formulées à l'intention du chef de l'État, l'ensemble du gouvernement et du peuple sénégalais. De retour de Niagalan, Solibra Madabo, Ablachimé Fall, pour la radio-télévision Walfadjiri. Seul l'État du Sénégal peut venir à bout des nombreuses difficultés auxquelles la région de Diourbel est confrontée. C'est en tout cas la conviction de Cheikh Wade. Ce dernier a officialisé son adhésion à l'APR à travers un meeting de rentrée politique. Mamadou Makhtar Sarr.
Diourbel est l'une des régions les plus pauvres du pays. Seul le président Macky Sall, avec son programme Sénégal émergent, pourrait sortir la circonscription de cette situation. C'est pourquoi nous avons décidé de rejoindre l'APR pour travailler à ses côtés. Se justifie Cheikh Ouad, ex-responsable socialiste pro-Khalifa. Que Diourbel fait partie des régions les plus pauvres du Sénégal, ça c'est une réalité. Mais dans Diourbel, Keur Cheikh est le quartier le plus pauvre de Diourbel. La raison, regardez dans la ville, c'est le seul quartier où il n'y a pas de nouvelle route depuis 1984, je pense bien. Hein? Il n'y a pas une nouvelle route, il n'y a pas une nouvelle infrastructure émanant de l'État, en dehors de la maternité de Keur Cheikh. Ce que nous attendons, c'est la clairvoyance du président Macky Sall, qui a confiance en Dame Diop, et cette confiance, nous allons nous aussi la rétribuer en apportant notre contribution et à partir de là, faire changer Keur Cheikh Ibra Fall, faire changer Diourbel et accompagner le Sénégal dans son émergence. Une décision saluée par les responsables de l'APR de Diourbel. Selon Dame Diop, leur seul et unique objectif, c'est d'élargir le maximum possible les bases de leur formation politique dans le Baol. Le président nous a demandé d'élargir les bases du parti. Vous savez que l'APR est arrivé au pouvoir très jeune. Nous sommes un jeune parti, comme je l'ai dit, par l'âge, mais nous sommes un grand parti. Aujourd'hui, si on voit les personnes de qualité, pétries de talent, qui décident de rejoindre le parti, qui décident de rejoindre le président Macky Sall, c'est parce que nous sommes sur la bonne voie. C'est la raison pour laquelle nous ne travaillerons jamais assez pour rallier autant de cadres, le maximum de cadres possible, le maximum de militants possible, pour accompagner le président dans sa réalisation, pour élire au premier tour le président Macky Sall, comme je l'ai dit. Donc ce travail de massification, c'est un ordre, c'est un mot d'ordre dans notre parti. Le leitmotiv que nous avons dans notre parti, c'est de l'élargir, pour permettre au président de notre coalition de continuer l'excellent travail qu'il est en train de mettre en œuvre dans ce pays-là. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout juste après moi Moustapha Diop pour la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Très bonne soirée à tous.